Le dossier de sous la palabra. Chers amis, merci d'être à notre compagnie. Merci à Mike Laveste qui est à la technique. Merci à Ned qui est avec nous ici en studio. Nous recevons quelqu'un que nous avons attendu pendant longtemps. Finalement, ça s'est fait. Il est avec nous, quelqu'un qui a commis une œuvre qui est assez complexe, assez touffue, mais assez complet. Une œuvre complète, disons les choses comme il faut. C'est monsieur Emmanuel Mouroula Nachi. J'ai bien prononcé. Vous pouvez m'appeler Nachi. Nachi. Donc, l'ouvrage, c'est Rivalité franco-belge au Rwanda et polémique journalistique. Merci, monsieur Nachi, d'être avec nous. Enfin, nous nous rencontrons. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. Ça me fait plaisir et honneur. Oui. Il y a quelques années, je suis passé dans ce studio, mais ça fait des décennies, je crois. J'étais très militant à l'époque, et donc c'est un plaisir de revenir ici chez vous. Ça veut dire que vous n'êtes plus militant? Je le suis beaucoup moins, effectivement. À ce moment-là, je présidais une association qui s'appelle Sima Kivu, soutien aux initiatives des mouvements actifs au Kivu. Et j'étais très très militant, effectivement. Et maintenant, je le suis moins, je l'avoue. Ça ne veut pas dire que je ne le suis plus, mais je suis un peu moins. Oui, ceci nous donne l'occasion de faire votre connaissance. Comme on le dit chez nous, quand le brebis est loin, on ne brûle pas à sa place et on vous laisse vous présenter. Qui est monsieur Nachi? Oh là là. D'abord, donc, je suis Emmanuel Nachi, je suis professeur, je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, et en ce moment j'enseigne la théorie de la communication, la sociologie des médias, etc., à l'Institut supérieur de formation sociale et de communication à Bruxelles, ainsi qu'à l'Université Saint-Louis. Et je pense que c'est essentiellement à ce titre que je suis là, parce que en tant que chercheur, j'ai publié cet ouvrage pour lequel vous avez généreusement voulu m'inviter. Oui, vous publiez donc Rivalité franco-belge au Rwanda et polémique journalistique. Je peux dire que, bon, en voyant le titre, on se dit il y a beaucoup de choses, il y a des choses qui peut-être donneront lieu à des révélations, à peut-être des choses qu'on ne connaît pas, parce que vous avez mêlé beaucoup de choses, franco-belge, Rwanda, polémique journalistique, et c'est annoncé comme ça. Votre ouvrage est paru en 2018 aux éditions L'Harmattan qu'on ne présente plus, qui est toujours là, qui nous a accompagnés, nous qui avions fait nos études, commencé nos études en Afrique avec les écrits de l'Harmattan, on connaît et c'est dans la collection Compte rendu. La première question donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez senti le besoin et la nécessité d'écrire cet ouvrage? Ah oui, merci pour la question. Je rappelle d'abord que je suis moi-même un ancien journaliste. J'ai exercé ma profession journalistique au Congo. Et donc, quand je suis arrivé en Belgique pour mener ma thèse de doctorat, évidemment que je me suis inséré plus ou moins dans le métier du journalisme en Belgique. Et j'ai côtoyé un certain nombre de confrères, notamment ou essentiellement ceux qui sont catalogués experts de l'Afrique. Et donc, y compris sur ma thèse de doctorat, elle porte sur des questions comme les rapports entre la politique étrangère et les médias. Et donc, c'est comme chercheur, en tant que chercheur dans ce domaine-là, que je suis tombé à un moment donné sur quelque chose qui, à l'époque, a suscité ma curiosité pour pouvoir travailler sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est un sujet très, 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 très délicat, comme vous pouvez l'imaginer. Et la première chose que j'ai voulu faire dans cet ouvrage, contrairement à ce que le dit le titre, c'est d'abord les polémiques journalistiques et ensuite seulement la rivalité franco-belge. Ça, j'ai découvert pendant que je travaillais sur les polémiques journalistiques. Et donc, ce qui m'a poussé à faire ce livre, essentiellement, c'était de voir
y compris lors de mes autres recherches sur la politique étrangère et les rapports avec les médias, la légèreté, une forme de légèreté avec laquelle sont traités les sujets concernant l'Afrique dans les médias occidentaux. Et donc, entre autres sujets que je traitais, c'est sur le Congo, mon pays d'origine, mais également sur le Rwanda et le génocide rwandais. Et à un moment donné, j'ai rencontré un certain nombre de choses qui étaient dites, que j'appelle dans cet ouvrage les idées reçues, qui étaient dites sur ce sujet-là. Et je pense que le déclic est venu à partir de l'instant où j'ai lu un jour l'ouvrage de Madame Colette Brackman, qui, vous le savez, est une spécialiste experte des questions de l'Afrique et même de l'Afrique centrale en Belgique. J'ai lu son ouvrage et dans cet ouvrage, j'ai découvert des passages qui étaient en contradiction, je dis bien contradiction, avec ce qu'elle écrivait régulièrement dans le journal le soir. Donc j'ai cherché à en savoir un peu plus et donc, chemin faisant, j'ai rencontré des passages dans lesquels elle était vraiment en polémique avec un autre journaliste français qui est décédé récemment, Pierre Péan, et donc c'est à partir de là que je suis parti. Oui. Donc, d'où le titre de l'ouvrage, à savoir Rivalité franco-belge au Rwanda et polémique journalistique. Pour vous, il y a polémique au niveau du traitement de l'information par les journalistes. Vous commencez par, à la page 11, on voit l'interview de Paul Kagame à Jeune Afrique. Et puis après, à la page 13, il y a ceci, que ce soit en France ou en Belgique, pourquoi et comment des accusations d'une telle gravité ont-elles pu rester sans conséquences politiques, comme on s'y serait normalement attendu. Les principaux médias des deux pays ont-ils agi conformément à leur mission de contre-pouvoir en informant les citoyens selon les prescrits déontologiques face aux accusations de Paul Kagame? Bref, quel a été leur rôle dans le fait que les révélations du chef de l'État rwandais n'ont fait aucune vague? Point d'interrogation. Autrement dit, est-il normal qu'aucun journaliste belge n'ait jugé nécessaire ni d'interpeller les autorités belges par rapport à une mise en cause aussi grave, ni de chercher à obtenir de la part du président Kagame des éléments plus précis à propos du rôle de la Belgique dans le génocide? Nous sommes dans le vif un peu. Absolument. Effectivement, l'ouvrage commence par cette interrogation. C'est à l'occasion du 20e anniversaire du génocide que, pour la première fois, le président Kagame en personne cite nommément la France à laquelle on était habitué. Les accusations du Rwanda à l'égard de la France étaient connues depuis plusieurs années, mais pour la première fois, le président en personne cite également la Belgique comme ayant joué un rôle dans le génocide rwandais. Et puis, comme on le voit dans la suite de mon texte, les journalistes belges qui suivent cette actualité ne s'intéressent pas à ça. La seule chose qu'ils font à ce moment-là, c'est de pratiquer ce que j'appelle une tactique journalistique bien rodée, c'est-à-dire un effet de cadrage. Plutôt que de dire on va soit interpeller les autorités belges sur cette accusation qui pour la première fois est proférée par le président en personne, ou alors d'aller voir le président qui l'a dit et lui demander plus de précisions sur le rôle de la Belgique, eh bien, la plupart des médias belges sur cette question ne font que reprendre les informations de Jeune Afrique et tous, plutôt que de revenir sur ces responsabilités belges, eh bien, ils pointent le doigt sur les responsabilités françaises de nouveau. C'est un réel problème. On est en Belgique. Pour la première fois, le président du Rwanda dit la Belgique a joué un rôle dans le génocide, c'est pas rien. Et ce qu'on fait, c'est de nouveau la France. Et vous avez vu les extraits que je fais. J'ai pris le temps de fouiller cet ouvrage et de prendre énormément de précautions parce que c'est un sujet délicat. Vous avez vu combien il est documenté, comment il est référencé. Et donc, effectivement, ça pose problème. Comment est-ce qu'en Belgique, quand le président rwandais dit « la Belgique a joué un rôle », or on sait qu'il y a eu au moins 10 casques bleus belges qui ont été tués dans ce pays. On sait qu'il y a eu une commission d'enquête en Belgique sur cette question. Et pour la première fois, 20 ans plus tard, le président rwandais dit ça et il n'y a rien qui se passe. Oui. D'où ma question, est-ce qu'ils ont fait correctement leur boulot? Vous dites à la page 14, en Belgique francophone en tout cas, les grands médias ont adopté une démarche professionnelle différente de celle de la BBC, se contentant de reprendre les informations de Jeune Afrique. Ainsi, je cite,
Le président rwandais Paul Kagame accuse une nouvelle fois la France de participation à l'exécution du génocide de 1994. Dans une interview apparaît dimanche dans l'hebdomadaire Jeune Afrique à la veille des cérémonies marquant le 20e anniversaire des massacres. Ça, c'est la Libre Belgique. Oui. Le président rwandais répète ces accusations principalement, le mot principalement ici a son importance, à l'encontre de la France à la veille des cérémonies marquant le 20e anniversaire des massacres, le soir. Oui. Le président rwandais Paul Kagame accuse une nouvelle fois la France de participation à l'exécution du génocide de 1994 dans une interview. Apparaît dimanche dans l'hebdomadaire Jeune Afrique à la veille des cérémonies marquant le 20e anniversaire des massacres, le Vive Express. Et voilà. La France. Et la Belgique dans tout ça. On n'en parle pas. Silence. ça, c'est le premier point. Disons, pour moi, c'est le premier point que vous marquez. Et on sait que vous êtes professeur. Et là, j'ai lu quelque part, j'ai pas marqué la page, mais j'ai lu quelque part, vous expliquez que vous qualifiez de filtrage singulier qui est une stratégie médiatique. Absolument. Ouais. Ça veut dire, je parle de l'effet de cadrage, ce qu'on appelle le framing effect, et un autre effet qui est le deuxième, qui est l'effet d'amorçage. Dans les théories de la communication, essentiellement, ceux qui ont étudié la manière dont les médias traitent de l'information expliquent effectivement que lorsque les médias traitent d'une information, celle-ci est d'abord filtrée. C'est-à-dire qu'elle passe par un certain nombre de filtres. Qu'est-ce qui vaut la peine d'être raconté ou pas? Et une fois qu'on a sélectionné une information, elle est également vue à travers un cadrage singulier qui fait que, en fait, sans que les gens s'en aperçoivent, eh bien, ils épousent bien souvent le point de vue des médias. Mais ceci n'est pas dit clairement par les médias. Et donc, on amorce un sujet en donnant son point de vue, sans dire que c'est son point de vue. Parce que je pense que ce qu'on doit savoir, c'est que les journalistes, les hommes des médias, les professionnels des médias, sont des humains comme tout le monde. Ils ont des opinions. Et il n'est pas interdit qu'ils expriment une opinion, à condition de le dire explicitement. Ceci est une opinion personnelle. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'on amorce déjà le jugement des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs, afin qu'ils épousent ce point de vue. Et ça, c'est ce qui arrive, en l'occurrence ici. Donc, le fait que le président Kagame accuse la Belgique et la France, et que les médias belges ne parlent que de la France, vous voyez, donc ils sont en train de dire aux Belges, mais on n'a rien à voir dans cette histoire. On n'a pas de faute dans cette affaire, oubliez ça. Oui. Vous avez parlé aussi de ce qu'on peut dire, voilà, que les médias sont complices. Mais avant de vous laisser répondre à cette question, vous expliquez à la page 15 la théorie de l'agenda. Est-ce que vous pouvez l'expliquer et l'appliquer dans cette situation où nous sommes, comment ça s'est déroulé concernant ce problème? C'est bien ce que je venais d'expliquer tantôt. Ouais. Les théories de l'agenda disent « agenda setting ». Les théories de l'agenda disent, en fait, les médias, une des fonctions des médias, c'est de mettre à l'agenda du public les sujets dont ils vont discuter plus tard. C'est ça la théorie de l'agenda. Ça veut dire que nos sujets de discussion sont généralement alimentés par ce que nous avons lu, ce que nous avons entendu à la télévision. Rappelez-vous vous-même le nombre de fois où vous avez retrouvé des amis le lendemain d'une information considérée comme capitale. Ça revient dans les discussions. Et donc, même sur le plan politique, un sujet qui n'est pas traité par les médias, eh bien, il disparaît de l'agenda des discussions et donc on interpellera difficilement les autorités là-dessus. C'est ça les théories de l'agenda. Et c'est dans cette théorie de l'agenda qu'il y a les deux théories que j'ai énoncées tout à l'heure, la théorie de l'effet de cadrage et la théorie de l'effet d'amorçage. Oui, moi j'ai noté deux piliers, oui. Disons. Il y a la manière de se servir des sciences de l'information, et de la communication. Et puis, d'une part, il y a la part des relations internationales, les pouvoirs, les leviers de pouvoir et les influences qui s'exercent, qui font que... Est-ce que ces deux piliers sont des coupables ou désignent les faits, c'est eux qui font l'actualité, qui désignent les faits ou qui orientent un peu ce qui se passe et formalise un peu ce qui se passe, vous voyez ce que je veux dire. Et les faits sont là, mais quand ces deux piliers entrent en jeu, on a une toute autre vision de la réalité.
Tout à fait. Ouais. C'est capital de comprendre que ce que nous disent les médias relève de la mise en scène. L'actualité est mise Voilà, en scène. c'est là où je veux en venir. Et en fait, entre la mise en scène et le réel que reflète cette mise en scène, il y a un fossé énorme. Et selon que l'on tire plus ou moins fort sur la mise en scène, on peut arriver à éloigner complètement les gens de la réalité. Et en l'occurrence, ici, c'est ce qui s'est passé. Donc, à la suite de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que, effectivement, en Belgique, il n'y a rien qui se produit. On n'interpelle plus jamais les autorités belges sur cette question et on n'en parle plus aujourd'hui. Quel est le rôle des spécialistes, des soi-disant, Les experts. des experts, voilà, ouais, c'est le mot exact, des experts qu'on appelle toujours dans les officines de la radio, à la RTBF, à RTL, qu'on cite dans le vif, etc. Dès qu'il y a quelque chose qui concerne l'Afrique ou le Rwanda, la région des lacs, on les retrouve toujours. Et voilà des experts qui sont là. Voilà quelque chose qui se passe. Et on n'a pas entendu ces experts-là nous dire, voilà, on parle de telle chose, mais en réalité, la réalité, c'est ça. Pourquoi? Parce que les experts sont catalogués experts, pas parce qu'ils sont experts forcément, mais parce que c'est ce qu'on appelle en jargon journalistique de bons clients. C'est-à-dire que pour qu'on vous invite, quand on vous invite une première fois, si vous dites les choses qui plaisent, qui confortent le système, on va vous réinviter 5 fois, 10 fois, 20 fois. En revanche, si vous êtes un expert équidistant, c'est-à-dire quelqu'un qui garde son objectivité, vous risquez de dire des choses qui soit ne plaisent pas, soit des choses qu'on ne voudrait pas qu'elles soient entendues, et à partir de ce moment-là, si vous n'encensez pas le système, on ne vous invite plus. Donc il s'agit ici d'experts régulièrement invités qui sont de bons clients et qui savent ce qu'ils doivent dire pour être invités et réinvités plusieurs fois. Heureusement, il y en a d'autres qui sont de moins en moins invités et qui sont des insoumis de ces rapports malsains entre les médias et la politique. Et ils ont encore de temps en temps voix au chapitre, mais en général, quand vous voyez un intellectuel invité plusieurs fois à la télévision ou à la radio, sachez que c'est un bon client, c'est-à-dire essentiellement quelqu'un qui conforte le système dans ses opinions. Oui. Vous dites à la page 22, ça va être un peu long, mais je tiens quand même à le dire. Oui. Vous dites, à cet égard, un auteur a recensé au moins 56 interventions de l'armée américaine et de la CIA entre 1945 et 2003 sur tous les continents qui sont tous passibles du qualificatif criminel. Lors de toutes ces interventions, soutient William Bloom, les États-Unis ont préféré la politique consistant à mettre en place ou à soutenir les pires tyrannies qui commettent quotidiennement les pires atrocités contre leur propre population, massacres brutaux, tortures systématiques, tabassage militaire et policier, tirs dans la foule, escadrons de la mort soutenus par les gouvernements, des dizaines de milliers de disparus. Je précise qu'il y a des références qui collaborent, ou qui soutiennent ce que vous dites. Vous l'avez cité dans l'ouvrage. Et je poursuis. De son côté, la France s'est débarrassée en 60 ans d'une cinquantaine de chefs d'État et de leaders africains qui ont osé remettre ou étaient susceptibles de remettre en question ses intérêts en Afrique. Djibo Bakary au Niger, Sylvanus Olympie au Togo, Félix Moumié et Ruben Oumyobe au Cameroun, Mamadou Konaté au Mali, Thomas Sankara au Burkina Faso, pour ne citer que cela. Les interventions des puissances occidentales, Grande-Bretagne, France, Belgique, dans les anciennes possessions africaines maintenues sous leur tutelle jusqu'à ce jour s'inscrivent pour la plupart dans cette juste description faite par William Bloom. Dans ce cadre, ces crimes contre l'humanité éventuels commis par les troupes françaises et belges lors de l'installation de Kagame au pouvoir au Rwanda en 1994 ne sont ni qualifiés ni considérés comme tels. C'est aussi le cas des interventions américaines, belges, britanniques ou françaises lors de l'installation de Joseph Mobutu au pouvoir au Congo en 1961 au Conseil national de transition en Libye en 2011 ou encore d'Alassane Ouattara en 2011 en Côte d'Ivoire, et la liste est longue. Dans la presque totalité des cas, les leaders du tiers-monde qui ont fait l'objet d'éviction de la part des démocraties occidentales telles que Lumumba du Congo-Kinshasa, Thomas Sankara du Burkina Faso, Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire, Jaime Roldos de l'Équateur, Omar Torrijos de Panama, Salvador Allende au Chili, Muammar Kadhafi de Libye, etc., ont payé leur volonté de mener une politique d'autodétermination. Le seul tort
a été le désir né du principe et du besoin de poursuivre un développement indépendant des objectifs de la politique étrangère des puissances occidentales. Le plus souvent, ceci s'est manifesté par leur ambition de faire jouir leur peuple du droit de contrôler les processus d'importation des modèles politiques, économiques et sociaux et donc d'adapter les instruments d'intégration aux données propres à la culture de leur pays ou bien encore, et j'en passe, etc., etc., encore trouvé aucun crime qu'une puissance blanche occident aurait pu commettre à l'encontre de populations couleurs et qui fut susceptible de dépasser le seuil de gravité de cette loi. C'est long comme citation. Ouais, c'est long, mais je voudrais bien que les auditeurs comprennent d'où on est parti et d'où vous arrivez, ce que vous voulez dire. Ouais, le cadre doit être tracé, le contexte doit être bien compris pour vraiment... Merci. Ouais. Ce que j'essaie de prouver par cette longue citation et d'autres d'ailleurs, c'est le 2 poids 2 mesures dans les mots qui sont utilisés pour qualifier les crimes et les criminels. C'est-à-dire que quand vous regardez la manière dont les grands médias du monde qualifient un certain nombre de dirigeants du monde, en fait, ils ne les qualifient pas par rapport aux actes qui sont commis. Sinon, rappelez-vous, George Walker Bush, le deuxième. Il a envoyé son armée américaine et quasi le monde entier en Irak. Et puis une fois que le mal était fait, le type a reconnu qu'en fait, non seulement il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, mais il n'y avait pas d'Al-Qaïda non plus. Sauf que 500 000 enfants étaient morts entre-temps en Irak. Est-ce que vous avez entendu, vu un grand média en Occident qualifier George Bush de criminel? Non. 500 000 enfants, uniquement des enfants. Et à l'époque, on a posé la question à sa secrétaire d'État de l'époque, Madeleine Albright, dans une émission américaine d'ailleurs. On lui a posé la question de savoir si ça valait la peine de faire cette guerre avec 500 000 enfants morts. Et bien elle a dit, oui, ça valait bien la peine. Mais personne ne viendra jamais la qualifier de criminel, ni son président, etc. Et donc, ce que je montre là-bas, c'est le 2 poids 2 mesures. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc., etc. Donc, selon que vous êtes un chef d'État ami de l'Occident, là, je parle de l'Afrique maintenant, que vous soyez criminel ou pas, on ne vous qualifiera de criminel que si vous n'êtes pas l'ami, si vous n'êtes pas au service, si vous n'êtes pas le serf avec FS de l'Occident. Je donne d'ailleurs quelques exemples là-dessus, notamment en ce qui concerne 2015. En 2015, depuis 2015, comme vous le savez probablement, le gouvernement du Burundi, actuel de Pierre Nkurunziza, est sous une tension énorme et des sanctions venues de toutes parts de l'Union européenne, etc., parce que le président a décidé de se représenter pour une 3e fois à son mandat sans que la Constitution le dise ou l'y autorise. Mais en fait, c'est surtout parce que sans que les Occidentaux l'y autorisent. Et je donne un exemple en disant, donc il est traité de tous les noms d'oiseaux, Pierre Nkurunziza, et je dis, pendant ce même temps, lui, il se présente aux élections pour un 3e mandat. Il y en a 2 autres, au même moment, qui sont au pouvoir respectivement depuis 18 ans et plus de 20 ans. Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, d'un côté, Paul Kagame du Rwanda de l'autre. Eux, ils ne se représentent pas. Ils modifient même la Constitution pour pouvoir se représenter. Aucun mot là-dessus. Donc, ce n'est pas des criminels tant qu'ils sont amis des autres. Et ça, c'est flagrant pour nous qui travaillons sur ces sujets-là. Ça vous crève les yeux, le nombre de fois qu'on qualifie les gens, les chefs d'État, selon que vous êtes obéissant ou pas, eh bien vous serez traité de criminel ou pas. Le plus grave, c'est que les journaux, on a l'impression que les journaux font une réunion pour dire, voilà, ce sujet, nous devons le traiter de telle manière, et il y a des choses à ne pas toucher, il y a des choses à ne pas dire. Est-ce qu'il y a quelque part... l'ordre est donné, est-ce qu'il y a quelqu'un qui leur dit, bon voilà, vous devez aller jusqu'ici, et à partir de cette ligne, vous n'irez pas au-delà. Ce que vous devez dire à l'opinion, c'est ça. C'est ce que l'opinion doit croire. Parce que ici, vous mettez comment... C'est un peu curieux comment les journaux le vivent, etc. Traitent le même problème sous le même angle sans vraiment chercher à aller au-delà, sans vraiment dépasser tout ce qu'on connaît et tout ce qui se dit d'habitude. Or, c'est eux qui doivent nous dire vraiment ce qu'on vous dit. Bon, la politique vous dit c'est ça, mais au-delà de ça, il y a une autre réalité que vous devez savoir et c'est ça. Ok, 2 réponses à ça.
En ce qui concerne la politique étrangère, une chose est importante à savoir, c'est que, primo, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore maintenant, les journalistes sont des humains, comme nous. Ça veut dire qu'un journaliste belge est un Belge. Un journaliste français est un Français. Un journaliste américain est un Américain. Et il voit le monde comme le voit un Américain. Et il voit le monde comme le voit un Français. Il voit le monde comme le voit un Belge. C'est important, ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, pendant toute son éducation, toute sa vie, toute l'école, quand on fréquente l'école, il y a un certain nombre de valeurs, de visions du monde que l'on assimile sans toujours se rendre compte qu'en fait, on regarde le monde comme le regardent nos compatriotes. Et donc, lorsque la Belgique, la France ou les États-Unis interviennent dans une guerre à l'étranger, eh bien, les journalistes belges, français et américains voient cette guerre comme la voient les autres citoyens belges. Première chose. Alors, la deuxième chose, et ça, je le tiens de Pierre Bourdieu, un sociologue français de grand renom, c'est lui qui a fait remarquer ça. En fait, ces journalistes-là, quand ils vont à l'école, on leur dit qu'il ne faut pas faire ça. Sauf que, une fois qu'ils arrivent sur le marché du travail, il y a un certain nombre de contraintes structurelles auxquelles ils sont soumis, et alors, à partir de ce moment-là, au départ, ils sont conscients qu'ils doivent exercer en toute indépendance. Puis, au fur et à mesure que le temps passe, ils finissent par intégrer cela, ça devient inconscient. Ce sont des mécanismes qui deviennent inconscients au point qu'ils ne se rendent même plus compte de ça. D'autres, c'est une troisième catégorie maintenant, là je parlais de la grande majorité, mais il y a une autre catégorie spécialement, celle qui est connivente avec les politiques. Elle existe malheureusement, et c'est ce que j'appelle dans mon livre, à la suite des Duplenel, vous avez vu comment je les ai appelés? Les journalistes de révérence. Voilà, les journalistes de révérence. Ça veut dire qu'ils sont connivents avec les politiques. Et souvent, comme ils sont catalogués experts, c'est eux qui s'expriment en premier lieu. Et donc, tous les autres reprennent ce que les experts ont entamé. Vous parlez des Duplenel, il faut préciser, c'est de Mediapart. Oui, tout à fait. Ouais, oui, voilà. Oui. Nous allons marquer une pause et revenir pour explorer cet ouvrage qui... La question n'est même pas d'explorer l'ouvrage, la question c'est de savoir le mécanisme, de pouvoir profiter de la présence de notre invité pour un peu voir le mécanisme qu'il y a derrière ce que nous lisons, ce qu'on nous offre comme information quand il s'agit de l'Afrique, ces spécialistes ou ces experts qu'on nous présente, tout le monde applaudit, qu'on appelle comme des pompiers pour venir éteindre le feu à chaque fois qu'il y a un problème concernant l'Afrique. Nous marquons une pause avec Mike Laveste et nous revenons dans quelques instants. Musique.